Et donc j'ai un sujet un petit peu vaste et qui change de mes sujets habituels, qui est du dépistage à la prévention primaire. En 20 minutes, ça déroule pas la barre rouge, hein. Bon, c'est pas grave, mais vous me ferez signe. Alors, voilà mes liens d'intérêt. Donc on va commencer par une notion un peu nouvelle. Vous savez que la cirrhose, théoriquement, n'existe plus. Enfin, on ne parle plus de cirrhose. On parle de ce nouveau concept de maladie chronique du foie avancée compensée. Alors je vous rassure, hein, les malades n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes, et ils ont une cirrhose. La seule chose, c'est que la cirrhose, c'est une définition qui est histologique, et là, on n'est plus dans l'histologie, on biopsie plus les malades pour faire le diagnostic de cirrhose. On fait des marqueurs non invasifs, et du coup, eh bien, on a la maladie, on diagnostique la maladie un petit peu plus précocement. Donc c'est un petit peu le concept qui a été développé à Baveno, et je vais parler de ça. Donc il y a 6 stages de la maladie chronique du foie avancée. Globalement, ça ne change pas grand-chose à ce que vous connaissez. Il faut savoir qu'il y a des malades qui n'ont pas d'hypertension portale significative, c'est-à-dire que si on leur faisait un gradient de pression hépatique qui serait inférieur à 10 mm de mercure, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de risque de développer des complications dans les 4 ans. On ne fait plus le gradient de pression hépatique en routine clinique. Et puis il y en a d'autres qui sont en rouge ici, qui ont une hypertension portale significative, donc à risque de développer des complications. Donc après, il y a des malades qui ont une maladie compensée sans varices, d'accord, ici, si j'ai une flèche, voilà. Certains n'ont pas d'hypertension portale significative, et puis certains en ont une, mais n'ont pas encore de varices. Et puis ensuite, vous avez le groupe de malades avec des varices, varices de grade 1 et varices de grade 2. Quand on parle d'une maladie compensée sans varices ou avec des varices de grade 1, on parle de dépistage et de prévention pré-primaire. Et puis quand on a des varices de grade 2, on parle de prévention primaire. Bien sûr, la mortalité à 1 an augmente en fonction des stades. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler des malades qui ont des maladies compensées sans varices ou avec varices de grade 1 ou avec varices de grade 2. Alors, on va commencer par le dépistage et la prévention pré-primaire et on va répondre à 3 questions. La première question, c'est, vous savez maintenant, on ne fait plus de dépistage endoscopique systématique aux patients atteints de cirrhose ou de maladie chronique du foie avancée. Et donc, il y a des malades chez qui on va pouvoir éviter l'endoscopie digestive haute. Et chez qui? Alors, ici, vous avez l'histoire naturelle des varices œsophagiennes telle que moi, je l'ai apprise quand j'étais beaucoup plus jeune. Pas de varices, puis petite varice s'effaçant à l'insufflation, puis varices de moyenne ou grande taille. Et puis une prophylaxie qui démarrait aux varices moyennes ou de grande taille. Les choses se passaient plutôt bien, parce que ce qui était écrit dans les livres, c'était que les malades avaient une cirrhose à l'époque, on faisait un dépistage des varices de l'œsophage par endoscopie digestive haute, 30% d'entre eux avaient des varices de grade 2 ou 3, donc avaient besoin d'un traitement, donc c'était un dépistage qui était rentable, même si j'aime pas du tout ce terme, et on démarrait une prévention primaire. Donc ça, c'était bien. On a tous remarqué quand même qu'on faisait de plus en plus d'endoscopie digestive haute normale. Effectivement, comme je vous l'ai dit, diagnostic non invasif, on diagnostique la maladie chronique du foie avancé à un stade plus précoce. Deuxièmement, on arrive à guérir certaines causes de maladie chronique du foie avancé, notamment bien sûr l'hépatite C, la virus-suppression de l'hépatite B, l'arrêt de l'alcool quand on y arrive et c'est plus compliqué. Et dans ces cas-là, on sait que l'hypertension portale progresse moins ou peut même régresser. La conséquence de ça, c'est la diminution de la prévalence des varices et de la gastropathie d'hypertension portale, donc un tas d'endoscopie digestive haute qui était normal. C'est pas bien de faire trop d'examens normaux, parce que du coup, 1, le médecin se décourage, 2, le malade se décourage et ne revient pas à son dépistage endoscopique. Et donc, à Baveno, les experts avaient travaillé et vu qu'on pouvait sélectionner un sous-groupe de malades qui n'avaient pas d'hypertension portale avec des varices de grade 2, je parle de l'endoscopie. Et donc, c'est des malades qui avaient un fibroscan entre 20 et 25 et des plaquettes supérieures globalement à 125-150 000. Et si on sélectionnait le groupe de malades avec le fibroscan faible et les plaquettes supérieures à 150 000, eh bien, on pouvait éviter 20 à 40% des endoscopies. Ils avaient moins de 5% de chances d'avoir des varices nécessitant d'être traitées, donc des varices de grande taille. Donc, il y a 3 études rétrospectives, une prospective ici. Et du coup, les recommandations de Baveno 6 ont changé. Donc, ça, c'était une avancée vraiment. Et il a été écrit, on peut éviter l'endoscopie si les plaquettes sont supérieures à 150 000 ou le fibroscan inférieur à 20 kPa. Et puis ensuite, il fallait bien surveiller ces patients, je vous en parle après. Donc, est-ce que cette recommandation est validée? Parce que c'est quand même nouveau, hein. Il y avait 3 études rétrospectives. La réponse est clairement oui. Donc, vous avez à droite toutes les études. Il y a une méta-analyse. Ici, je vous ai mis l'étude Sirvir parce que vous avez tous participé à l'étude Sirvir. Donc, c'est bien de se rappeler des résultats. Quand on prend les malades dans le bon groupe, fibroscan inférieur à 20, plaquettes supérieures à 150 000, ils sont à gauche.
il n'y en avait qu'1,3% qui avaient des varices de grande taille. Donc clairement, c'est une grosse série. Il y avait 891 patients. C'est une série de malades ayant une cirrhose virale compensée à l'époque, parce que la cirrhose était diagnostiquée histologiquement, ne s'étant jamais compliquée. Et là, ces critères marchent. Et ils marchent dans la littérature clairement. Et donc, je peux vous dire aujourd'hui que chez des malades tout venant, ça marche. La question est, et on l'a eu souvent cette question, les malades qui ont une SVR, par exemple, suite à un contrôle de la maladie virale C, baissent leur fibroscan de façon peut-être artificielle assez rapidement après la SVR. Et ce n'est pas forcément parce que la fibrose baisse, ça peut être parce que l'inflammation baisse ou d'autres choses. Et donc la question qui découle de ça, évidemment, c'est mais chez mon malade virosupprimé, est-ce que c'est vrai, ces recommandations, ou est-ce que le fibroscan inférieur à 20, ce n'est pas artificiel? Alors là, j'ai moins de données pour vous répondre parce qu'on a juste l'accord TIRVIR, c'est un papier qui est soumis là, qui va être soumis là. Et donc, on a juste ça, et donc ça marche sur 200 patients. Oui, chez les malades virosupprimés, ça marche. Attention, pour ce message-là, il va falloir le confirmer évidemment sur d'autres études. Quand on n'a qu'une étude, c'est jamais bon, c'est la première. Donc je peux vous dire aujourd'hui que vous pouvez quand même éviter l'endoscopie digestive haute pour le dépistage des varices de l'œsophage si les plaquettes sont supérieures à 150 000 et le fibroscan inférieur à 20. Alors après, du coup, il fallait bien surveiller ces malades qui n'avaient pas d'endoscopie. Donc on s'est dit, on va le répéter tous les ans. Niveau de preuve, vous voyez, beaucoup moins bon. Si les plaquettes baissent ou le fibroscan augmente, on fera une endoscopie de dépistage. Et alors ça, c'était jamais validé. Donc là, je vais vous montrer des résultats qui sont des résultats à nous. C'est la seule étude pour l'instant de validation. Donc encore une fois, à prendre avec précaution. Et donc, ce que je vous montre, c'est que finalement, ces malades-là, les malades en bleu, c'est la courbe en bas, c'est les malades qui étaient le statut favorable. Et vous regardez la progression de l'hypertension portale dans l'étude TIRVIR dans laquelle on a tous inclus des malades, à 6 ans, ils ne progressent quasiment pas. Et de façon très, très importante, ils ont tous changé leur statut BAV-NO6 au moment où ils ont progressé. C'est-à-dire qu'ils avaient tous ou monté leur fibroscan ou baissé leur plaquette. Donc ça semble vraiment valide. Attention, encore une fois, une seule étude, mais c'est des recommandations qui semblent valides. Et encore une fois, chez les malades virosupprimés, même chose, le statut BAV-NO6 au moment de la virosuppression, ceux qui ont un statut favorable, c'est la courbe qui est complètement plate en bas, en bleu, ils ne progressent jamais dans cette série. Donc, sous réserve de confirmation de ces résultats, je pense que les recommandations de suivi s'appliquent aussi et qu'on peut faire une endoscopie digestive haute si les plaquettes baissent ou le fibroscan augmente. Après, s'il faut le répéter tous les ans ou pas, je n'ai aucune donnée pour vous répondre à ça. Mais globalement, ça semble raisonnable de le répéter en tout cas. Troisième chose, comment effectuer la prévention pré-primaire et surveiller les patients? Donc, il y a une première chose, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour empêcher la survenue de varices de gradin qui marche bien. Les bêta-bloquants, ça ne marche pas bien. Et donc, la prévention primaire marche à partir des varices de grade 2. Il y a un truc qui marche très bien, c'est le traitement de la cause de la maladie. La virosuppression, l'arrêt de l'alcool, bien sûr, et il faut qu'on s'y attelle tous, le contrôle des facteurs métaboliques. Là, vous voyez sur cette diapositive toujours la cohorte TIRVIR, vous allez juste regarder les courbes bleues et vertes, c'est les malades qui étaient virosupprimés. Vous voyez qu'ils progressent beaucoup moins que les malades qui n'étaient pas virosupprimés. Clairement, ces malades-là progressent moins. Ils progressent d'autant moins qu'ils n'avaient pas de varices de l'œsophage au moment de la virosuppression. Donc mon message là, c'est oui, les malades virosupprimés, ça va aller mieux, les malades s'arrêtant de boire, ça va aller mieux. Et du coup, encore une fois, on peut peut-être élargir le dépistage, la surveillance endoscopique. En haut, vous avez la maladie active, et Baveno disait, tous les 2 ans, si les malades n'ont pas de varices, on refait une endoscopie, tous les ans, s'ils ont des petites varices. Finalement, on ne respecte pas tellement ces délais-là, on n'applique pas tellement ces recommandations qui sont assez stringentes. Et là, Baveno a avancé encore une fois en disant, si la maladie est contrôlée, qu'il n'y a pas de cofacteurs, bien sûr l'obésité, le diabète, ça fait augmenter le gradation de grande pression hépatique, ça a été montré par Annalisa Berzigotti, et bien dans ces cas-là, on peut élargir l'intervalle entre les endoscopies. Pas de varices, une endoscopie tous les 3 ans, des petites varices tous les 2 ans avec un faible risque. Et donc ça, je crois que cette recommandation est valide, en tout cas sur notre série, à confirmer encore une fois. Donc 3 messages, et j'ai fini cette première partie. Le dépistage endoscopique n'est plus nécessaire chez les patients avec un fibroscan inférieur à 20 et des plaquettes supérieures à 150 000. Une endoscopie digestive haute sera nécessaire s'il y a une modification de ces paramètres. Je crois que c'est vrai vraiment. Et le rythme de surveillance est allégé chez les patients dont la cause de la maladie du foie est traitée et qui ne présentent pas de cofacteurs, et c'est très important. Et ça, je crois que c'est vrai également. On passe à la deuxième partie, la prévention primaire. Alors, la prévention primaire, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous avez Baveno 5 à gauche, Baveno 6 à droite. Pas de varices, pas de prévention. Alors, les petites varices, dans Baveno, il y a écrit que quand les malades ont des signes rouges et des petites varices, il faut les traiter par bêta-bloquants. Personnellement, je n'ai jamais vu malade avec des petites varices et des signes rouges.
Voilà, et on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, en France, on ne fait pas de prophylaxie, sauf des cas assez particuliers dont on pourrait discuter si on avait le temps. Les malades qui ont des grosses varices ou des GOV1, bêta-bloquants ou ligatures, et vous pouvez choisir, et votre malade peut choisir entre un des deux traitements. Nous, en France, on donne plus de bêta-bloquants, mais on pourrait donner la ligature. C'est peut-être un petit peu plus efficace sur un essai, mais ça donne plus d'effets secondaires. Globalement, c'est pareil, et on peut choisir entre les deux. La nouveauté, c'est le carvedilol, c'est un alpha-bêta-bloquant qui a plus d'effets hémodynamiques, et ça, c'est prouvé, et qui peut être là proposé en première ligne. Cependant, il n'y a pas d'étude face-to-face avec le propranolol, mais en prophylaxie primaire, il pourrait avoir sa place, et on va peut-être avoir le temps d'en discuter. Les varices gastriques, bêta-bloquants ou injection de colle. Pour une raison de temps, je vais juste parler des bêta-bloquants, et de la ligature, et surtout des bêta-bloquants, d'ailleurs. Donc, les bêta-bloquants, le propranolol, vous avez la dose. Alors, finalement, dans les recommandations, c'est dose maximale tolérée, ou alors jusqu'à ce qu'on obtienne une fréquence cardiaque de 50-55, ou inférieure à 60, ou une baisse de 25%, on ne sait pas bien. En France, on donne cette forme LP 160 mg plus souvent que dans les autres pays. Il est recommandé de commencer progressivement. Encore une fois, tout ça, on peut en discuter. Le carvedilol, la dose maximale qu'on peut utiliser chez les cirrhotiques, c'est 12,5 mg par jour, je me suis trompée, et on commence progressivement. Pour la ligature, il n'y a pas de protocole bien écrit de ligature en prévention primaire. Alors, les bêta-bloquants, c'est très bien. Je vais parler d'une chose, en fait, à la fin de ce topo, une seule chose, parce que pour moi, c'est la seule question sur les bêta-bloquants et la prévention primaire, c'est les bêta-bloquants chez les malades plus sévères qui ont de l'acite ou une cirrhose grave. Pour moi, c'est la seule question qui mérite, enfin, j'ai 10 minutes, donc, qu'on peut traiter ici. Les bêta-bloquants, il y a eu beaucoup d'études françaises, l'équipe de Thierry Poinard, l'équipe de Beaujon, qui a énormément contribué, évidemment, pour montrer que c'est très efficace en prévention primaire et en prévention secondaire de l'hémorragie digestive par hypertension portale. Il faut savoir deux choses. En prévention primaire, effectivement, c'est efficace. 10% de diminution du risque d'hémorragique à 2 ans, 16% si c'est des larges varices de grande taille qui ont besoin d'être traitées, donc c'est bien. Un peu moins si les malades ont de l'acide. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet sur la survie des bêta-bloquants en prévention primaire. Ce qui n'est pas le cas en prévention secondaire, puisque l'effet est plus important et qu'il y a un effet sur la survie. Toujours est-il que c'est quand même des très bons médicaments qui ont une autre qualité, qui est en dehors des effets hémodynamiques, qui est que les bêta-bloquants diminuent la translocation bactérielle et la perméabilité intestinale. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais globalement, ça a des effets bénéfiques de ce côté-là aussi. La seule chose qu'il faut comprendre sur le plan hémodynamique, c'est que l'efficacité hémodynamique des bêta-bloquants dépend du syndrome hyperkinétique du cirrhotique, puisque finalement, on va diminuer le débit cardiaque et on va faire une vasoconstriction splanchnique. Je vais vous le montrer juste après. Donc, quand il n'y a pas de syndrome hyperkinétique, les bêta-bloquants ne sont pas censés marcher. Plus il y a une hypercinésie, plus ils vont marcher, mais plus il en faudra comme dose, et du coup, plus ils vont avoir des effets délétères. Et c'est ça qu'il faut savoir et c'est ça qu'il faut comprendre dans cette problématique. C'est que plus la cirrhose est grave, plus on en a besoin, mais plus ça va être compliqué et plus il y aura des effets systémiques délétères. Alors, le pavé dans la mare, c'est l'étude de Beaujon, l'équipe de Beaujon, avec Didier Lebrec et Thomas Sersté, qui publie ce papier en 2010, qui honnêtement a fait couler énormément d'encre. Je pense qu'il y a plus de 50 références qui se réfèrent à ce papier juste sur cette controverse-là. Didier Lebrec, ça a été un des pionniers des bêta-bloquants. Il n'est pas là, mais voilà, c'est un de mes maîtres. Et voilà, il a fait beaucoup avancer les choses. Et puis avant de partir à la retraite, il a regardé rétrospectivement ces malades avec acite qui avaient des bêta-bloquants. On est en France, 160 mg par jour. Il a montré que ces malades mouraient plus. Attention, étude rétrospective. Les malades sous bêta-bloquants, bien sûr, avaient plus de varices, etc. Juste une preuve de concept, mais ça a été le pavé dans la mare. Et puis finalement, à la suite de ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées chez les malades qui avaient de l'acide ou les malades qui avaient une cirrhose sévère. Donc on ne va pas lire ce tableau ensemble, bien entendu. En vert, en haut, c'est les études qui montrent un effet positif des bêta-bloquants sur la survie quand les malades ont de l'acide ou alors une maladie avancée. Au milieu, pas d'effet. Et en bas, un effet délétère. Donc là, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'on ne va pas sortir d'ici en sachant la réponse à ce problème. Ça, c'est clair, parce qu'on n'a pas d'essais randomisés. Et puis même, il faudrait prendre des malades bien sélectionnés. Donc on ne va pas régler le problème. Je vais juste vous expliquer le concept. Et je vais vous dire ce que je fais moi, qui n'engagera que moi. Donc, n'ayez pas peur. On regarde à gauche les effets des bêta-bloquants. Donc c'est bêta. Bêta 1+, donc ça, les effets bêta-, pardon, donc la diminution du débit cardiaque. Et puis bêta 2, la diminution de la résistance hépatique, la diminution du flux sanguin splanchnique par vasoconstriction splanchnique. Et donc, ça, c'est très, très bon pour l'hypertension portale. Si jamais on rajoutait des alpha-bloquants, et je parle là du carvedilol,
Ce serait très bon pour la circulation hépatique parce que c'est vasodilatateur hépatique, donc ça diminue la résistance vasculaire intrahépatique. Cependant, en étant vasodilatateur, ça crée une vasodilatation rénale et une vasodilatation systémique, d'où la potentielle insuffisance rénale et potentiellement une hypotension. Et c'est pour ça qu'on met des doses à 12,5. Mais globalement, quand on a une cirrhose compensée, on est à gauche, eh bien ça se passe pas mal du tout. Le problème, c'est quand la cirrhose devient plus décompensée, ce d'autant que les malades ont de l'acide, ont une infection du liquide d'acide, donc un syndrome kinétique plus important et de l'inflammation, et sont plus sévères. À ce moment-là, les effets bêta-2 sont toujours bons. Les effets bêta-1, diminution du débit cardiaque, il n'y a pas d'adaptation cardiaque au stress. Chez ces malades qui ont une cirrhose grave, et l'équipe de Beaujon travaille beaucoup là-dessus, sur l'insuffisance cardiaque de la cirrhose. Donc ça, ce sera moins bon déjà, les bêta-bloquants. Et si en plus on rajoute des alpha-bloquants, là, le rein, ça ne va pas bien se passer, les effets systémiques encore moins, parce qu'on est sur une maladie sévère. Il est là le concept. Donc on voit bien qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. Et donc finalement, on se dit, plus la maladie est sévère, plus il en faut et moins c'est bon. Et quand on donne des alpha-bloquants, c'est encore un petit peu moins bon. Alors à Baveno, on n'a pas tranché sur cette question. On n'a pas tranché en prophylaxie primaire, donc je vous parle que des recommandations en prophylaxie secondaire. Mais globalement, on a dit prudemment, si la pression artérielle systolique est inférieure à 90, qu'il y a une hyponatrémie, donc une maladie sévère, ou une insuffisance rénale, il est prudent d'arrêter ou de diminuer, donc on fait un peu ce qu'on veut, les bêta-bloquants. Donc moi, ce que je fais, personnellement, quand les malades ont une cirrhose sévère avec une acite, une maladie décompensée, je ne donne pas de carvedilol. Et j'essaye, dès qu'il y a une insuffisance rénale, une hyponatrémie, je diminue la dose de bêta-bloquant et je ligature le malade. C'est mon attitude thérapeutique qui n'engage que moi, encore une fois. Finalement, en résumé, voici mes messages. Bêta-bloquants et ligatures sont des traitements validés en prévention primaire. Il existe une fenêtre de tir pour les bêta-bloquants chez les patients en fonction de la sévérité de la cirrhose, et je crois que c'est vraiment vrai, parce que c'est vraiment un bon médicament quand même, et c'est difficile de les arrêter. C'est vraiment un médicament difficile à arrêter, qu'on a utilisé beaucoup et qu'on connaît bien. Et le carvedilol peut être utilisé en prévention primaire, mais il a plus d'effets secondaires, ce d'autant que la maladie est avancée, bien sûr. Je pense que j'ai respecté mon temps, et je vais conclure avec deux choses. La première chose, c'est pour faire de la publicité, comme l'a recommandé notre secrétaire général sur 2 journées de recommandation de la FEF. Le diagnostic et la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique, et vous êtes beaucoup à participer, le 7 juin, et la prise en charge de la maladie alcoolique du foie, le 7 décembre. Vous savez qu'on a monté des commissions jeunes à la FEF, et donc les jeunes nous ont écrit et nous ont demandé de passer une diapositive que je vais passer. La veille de chaque journée de recommandation, il y aura un séminaire pour des jeunes qui seront choisis, qui vont se dénoncer, en fait, et puis leur chef de service va les autoriser ou non à venir, d'une demi-journée où on leur fera de la formation dans les locaux de la FEF. Et donc voici ici l'annonce de la journée du 6 juin. S'il y a des jeunes ici que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire en nous envoyant un mail et demander bien sûr à votre chef de service la permission de venir avec comment faire un biodiaporama. Notre secrétaire va nous expliquer ça, ça va être magnifique. Comment être un bon orateur et comment gérer les conflits. Je vous remercie de votre attention.